Dès ce moment, je tenais la preuve que le plaisir du trompe-l'œil n'est pas un simple plaisir visuel, ni même un plaisir de virtuosité, mais un plaisir métaphysique, celui de faire entrer les objets de notre contemplation dans une combinaison d'analogies. J'allais voir bientôt que c'était le propre de l'entreprise poétique tout entière, et même de l'art, lorsqu'il vise à la poésie. Car si peu à peu, j'allais apprendre à recueillir dans les œuvres une autre poésie que celle ménagée par le poète, néanmoins, dans chaque élément d'une texture poétique, fût-elle picturale, verbale ou musicale, et indépendamment de ce que j'appelle son degré figuratif, j'aurais la surprise de me retrouver devant une confrontation du pareil et du dissemblable. Bien plus, ces analogies isolées, je les verrais se reproduire et se combiner analogiquement, attentives à me donner toujours le plaisir de différencier après celui de reconnaître. À vrai dire, des années s'écouleraient avant que je fusse en mesure de discerner et d'identifier les rythmes, car c'est d'eux qu'il s'agissait, et de leur appliquer la réflexion analogique. En attendant, je m'étais réduit, au lieu de cette voie royale, à prendre la porte dérobée, d'où l'attention que je donnais à ces pièges, à ces jeux, à ces attrapes qui m'introduisaient dans la place comme malgré moi et par surprise. Et ce qui vous a encouragé aussi dans vos recherches, n'est-ce pas d'avoir relevé des analogies et des équivalences entre les rythmes et les formes de la nature et les rythmes et les formes de l'art? Oui, j'ai été très frappée le jour où j'ai vu dans un atelier de restauration de nos musées une peinture de Grunewald qui avait été amenée là, et j'ai vu qu'il y avait une étonnante analogie entre le plissement de cette robe, les nœuds qu'elle faisait, et la forme d'un grand coquillage, d'une coquille qui m'avait été rapportée des mers du Sud, un exemplaire de casque tuberculeux. Et je me suis amusée alors à faire photographier ces deux formes afin d'en montrer les analogies. Puisque tout me ramenait à mon obsession, puisque les choses ne se mettaient à exister pour moi qu'au moment où elles finissaient d'être elles-mêmes, puisque je ne cessais d'imaginer ma propre vie, de la dériver vers son passé ou son avenir, il fallait en avoir le cœur net et savoir si ces extravagances avaient un sens. Il fallait savoir pourquoi cette passacaille de Handel, que je ne pouvais écouter sans larmes, ne chantait que ma propre tristesse et tout ce qui dans ma vie apparaissait comme révolu et perdu sans retour. Il fallait savoir si chaque fois que je faisais tourner le disque, avec la crainte terrible de l'user comme une photo trop regardée, j'étais la victime d'un malentendu. Mais Handel avait-il voulu se faire entendre? Je n'en étais pas certaine. Je pensais que pas plus que les autres poètes, il ne s'était préoccupé d'autrui. Jamais en tout cas, lorsqu'il décrochait quelque part dans l'espace, invisible pour tout autre que lui, ces entrelacs de rythmes et de sons qui, dans la passacaille, avaient servi à figurer sa mélancolie. Mais qui pouvait m'assurer que c'était de la mélancolie? Seul le guidait alors la mystérieuse nécessité de désincarner ce qu'il sentait, de lui donner dans le monde des sons une forme, elle-même image et signe d'une vérité au-delà des formes. Et qu'importait alors l'inexactitude de notre rencontre, et que j'appelasse mélancolie ce son né peut-être de la joie,
ou de l'amour, mais en tout état de cause d'une autre mélancolie que la mienne, puisque bien au-delà de ces écarts, aussi illusoires sans doute que ceux des couleurs spectrales appelées à se résorber dans la lumière, nous nous retrouvions là où il n'est plus degré ni espèce, dans l'effusion de la poésie.